Pour ce 47e numéro d'Histoire d'art, je te propose de rencontrer l'œuvre d'art la plus célèbre du monde. Comme d'habitude, commençons par présenter l'œuvre en nous appuyant sur les différents éléments d'information donnés par le cartel. Celui-ci nous indique que cette peinture a été réalisée par Léonard de Vinci. Elle s'intitule « Portrait de Lisa Gherardini », épouse de Francesco del Giocondo. Ce portrait s'appelle également La Joconde ou encore Mona Lisa. Il a été réalisé entre 1503 et 1519 avec de la peinture à l'huile sur un panneau de bois de peuplier. L'œuvre mesure 79,4 cm de haut sur 53,4 cm de large. Elle est exposée au musée du Louvre à Paris. L'auteur de cette œuvre, Léonard de Vinci, de son vrai nom Leonardo di Ser Piero da Vinci, est né en Italie, dans le village de Vinci, d'où son nom, Léonard originaire de Vinci, en 1452, et cet artiste est mort en 1519 en France, à Amboise. Il a principalement vécu et travaillé dans le nord de l'Italie, à Florence, à Milan, à Rome, jusqu'à ce qu'il rejoigne la France, invité par le roi de France François Ier pour rejoindre sa cour. Il s'installe alors à Amboise, où il meurt à l'âge de 67 ans. Léonard est un artiste très célèbre, pourtant, en tant que peintre, il n'a pas produit une grande quantité d'œuvres, comparativement à d'autres artistes de son époque. Regarde, voici la liste de toutes ses œuvres. Il y en aurait seulement 17. Mais Léonard n'est pas qu'un peintre. En réalité, c'est un immense observateur qui passait son temps à regarder le monde. Les animaux, le corps humain, l'eau d'un ruisseau, les nuages, tout l'intéresse. Pour mieux regarder le monde, il le dessine. C'est pour cela qu'il avait toujours sur lui un petit carnet pour dessiner et écrire ses observations. Et ainsi, aujourd'hui, nous avons plus de 6000 feuilles de dessin de Léonard de Vinci conservées dans les musées du monde entier. Ces feuilles nous montrent à quel point Léonard de Vinci était curieux de tout. Il n'est donc pas seulement un artiste peintre, il est aussi musicien, scientifique, ingénieur, poète, inventeur et bien d'autres choses encore. J'ai positionné notre année sur la frise chronologique. Voici où se situe la date de création de la Joconde. C'est une période particulière dans l'histoire qu'on appelle la Renaissance, une période dont je t'ai d'ailleurs déjà parlé au travers de ces quelques numéros d'histoire d'art, et période pendant laquelle de grandes évolutions artistiques, scientifiques, géographiques ont été réalisées. Passons à la description de l'œuvre. Décrire, rappelle-toi, cela signifie dire ce que l'on voit. N'hésite donc pas à marquer une pause sur la vidéo pour décrire méticuleusement tout ce que tu vois ici. Alors, pour s'attaquer à l'œuvre la plus célèbre de l'histoire, je crois qu'il faut qu'on soit encore plus méthodique que d'habitude. Je te propose donc une description en plusieurs parties, plusieurs catégories, en commençant par le personnage. Je vois une femme assise au premier plan. Elle porte une robe de couleur verte, recouverte d'un grand voile transparent. Ce voile est fixé à la robe, au niveau du décolleté, par des fils dorés brodés. Ce voile, que les Italiens appellent un guarnello, est remonté comme enroulé sur ses bras et son épaule gauche. Justement, au niveau de son bras gauche, je vois comment la manche, de couleur jaune foncé, est attachée à la robe. Et je vois sous la robe que la femme porte une chemise blanche. La femme a les cheveux bruns ou châtain foncé, cheveux visiblement attachés en chignon, duquel quelques mèches bouclées tombent sur les côtés de son visage. Elle porte un voile transparent sur ses cheveux, regarde vers nous et esquisse un léger sourire. Observons maintenant où est installé ce personnage. Je vois que la femme est assise sur un fauteuil, installé entre nous et un muret juste derrière elle. De l'autre côté du muret, il y a un paysage.
Ce muret soutient d'ailleurs 2 colonnettes, dont je devine tout à fait à gauche et à droite la base sculptée. C'est comme une terrasse ouverte, comme un balcon. Dans l'architecture italienne, on appelle cela une loggia. Le personnage est donc assis sur un fauteuil. Ce fauteuil est tourné vers la gauche. La femme repose son avant-bras gauche sur l'accoudoir. Son bras droit vient vers l'avant du tableau, vers nous. La main droite est posée au niveau du poignet gauche. Cette observation me permet de voir que le fauteuil, sous son accoudoir, présente de petits barreaux de bois. C'est un fauteuil connu à l'époque qui ressemble à cela. Reprenons. La femme est donc assise sur ce fauteuil orienté vers la gauche. Elle tourne ses épaules légèrement vers nous. On dit qu'elle est de 3/4. Ainsi, son visage, tourné également vers nous, se voit presque de face. Poursuivons avec le paysage. Derrière la femme et derrière le muret s'étend un paysage de terre, de roches, d'eau et de ciel. Au premier plan de ce paysage, je vois un chemin à gauche et un pont à droite. Le fond de ce paysage est composé de montagnes et de plans d'eau. Serait-ce un lac, par exemple, au fond à droite ? Un dernier point sur la composition. Ce tableau est très travaillé dans son organisation, il est très rigoureux. Commençons par tracer une droite verticale qui coupe le tableau en son milieu. J'observe alors que le corps de la femme et son visage ne sont pas exactement au centre. En revanche, je vois que son œil gauche est vraiment au centre. D'ailleurs, le regard de cette femme correspond à la ligne d'horizon du paysage à l'arrière-plan. Ça n'est pas un hasard. Pour compléter ces lignes droites et perpendiculaires, il y a également des lignes courbes dans cette œuvre, dessinées par les plis de la robe, la position des épaules, des doigts, du pont à l'arrière-plan. Ces lignes courbes viennent apporter un peu de rondeur et de mouvement qui montent vers la droite. Passons à l'interprétation de l'œuvre. Interpréter, rappelle-toi, signifie dire ce que l'on comprend. Alors commençons par identifier cette femme que le monde entier appelle la Joconde. Qui est-elle ? Le cartel nous donne la réponse. Elle s'appelle en fait Lisa Gherardini. Lisa, c'est son prénom. Elle est la femme, l'épouse de Francesco del Giocondo, qui commande à Léonard de Vinci le portrait de son épouse. La Joconde, c'est donc le mot français pour dire Gioconda, autrement dit, l'épouse de Giocondo, l'épouse de Francesco del Giocondo. On sait d'ailleurs que cette commande a été réalisée au moment où la famille déménage, s'installe dans une nouvelle maison et qu'un petit garçon vient de naître quelques mois avant. C'est donc probablement pour décorer cette nouvelle maison que Francesco demande à Léonard de Vinci le portrait de sa femme bien-aimée, la mère de ses enfants. Il faut ensuite qu'on parle de son sourire, parce que tout le monde parle aussi de son sourire. Pourquoi ? Peut-être parce qu'à l'époque, il n'existe que très peu de portraits d'hommes ou de femmes en train de sourire. Ce n'est pas très à la mode de montrer des visages souriants. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas un vrai sourire bien franc. La Joconde montre un sourire tout en légèreté. Plus l'idée d'un sourire qu'un sourire lui-même. D'ailleurs, sais-tu que le mot Giocondo en italien vient du latin iucundus qui signifie heureux, joyeux. La Joconde, par son nom, sourit, elle nous dit par ce sourire, finalement, comment elle s'appelle, qui elle est. Un autre point du cartel est intéressant, ce sont les dimensions du tableau. La plupart des visiteurs, et peut-être toi aussi, si tu as eu la chance de voir la Joconde en vrai au musée du Louvre, peut-être as-tu été déçu en la trouvant petite. C'est amusant parce que justement, c'est un des portraits les plus grands qui existent pour l'époque. D'habitude, en effet, les portraits des époux, des épouses, sont bien plus petits que cela, presque 2 fois plus petits que cela. Ici, Léonard
veut rendre hommage à cette femme. Il l'a peint en grand, aussi grand que les portraits de princes ou de rois. C'est donc un grand portrait pour l'époque. Enfin, dernier point du cartel à observer, les dates de création. 1503-1519, 16 ans. Il a fallu 16 ans à Léonard pour terminer cette œuvre. En réalité, il n'a jamais livré cette œuvre à Francesco del Giocondo, qui lui avait pourtant commandé, et qui a certainement attendu toute sa vie le portrait de sa femme. Léonard a commencé à travailler sur ce portrait dès 1503, à un rythme plutôt lent. Puis il a arrêté, il a repris, il a arrêté, il a repris, tellement bien qu'au bout d'un moment, il a dû oublier Francesco. Et peut-être qu'il a même oublié Lisa Gherardini, pour n'avoir en tête que la seule idée de terminer cette œuvre pour lui tout seul. D'ailleurs, quand il s'installe à la cour du roi François Ier, en France, la Joconde est dans ses bagages, et c'est certainement en France qu'il lui donne les derniers coups de pinceau. On sait que Léonard a commencé son œuvre en peignant seulement Lisa, avant de réfléchir au paysage qu'il allait représenter derrière elle. On sait également que dès qu'il a peint cette femme, tout le monde se déplaçait pour venir admirer ce qui était apparemment la plus belle œuvre jamais réalisée dans la ville de Florence où Léonard et Francesco del Giocondo, avec son épouse Lisa, vivaient. Comment le sait-on ? Eh bien, observe ce dessin qu'a réalisé un jeune artiste, Raphaël, un autre très grand artiste de la Renaissance, dessin qu'il a réalisé devant le travail de Léonard qu'il était venu admirer. Le paysage que Raphaël dessine derrière son personnage n'est pas du tout celui de Léonard. C'est normal car quand Raphaël a vu la Joconde, le paysage qui était derrière elle n'existait pas encore. Léonard ne l'avait pas commencé. Léonard a donc mis des années et des années à représenter ce paysage et à terminer ce tableau. Ça veut dire que ce paysage doit être important derrière. Mais pourquoi ? Les spécialistes remarquent qu'il y a une opposition très grande entre la femme, qui incarne la beauté, la jeunesse, l'amour. Rappelle-toi qu'au départ, c'est le portrait d'une mère et d'une épouse, commandé par son mari amoureux. Une différence très grande entre cette femme et le paysage qui, lui, n'a rien d'accueillant, rien de chaleureux. Aucun abri, aucune maison, aucun être humain. Tout est brut, rugueux, immobile. Presque un paysage sans humanité, sans histoire, un paysage d'éternité, un paysage intemporel, un paysage de roches, d'eau et d'air, un paysage élémentaire, comme si le paysage était l'opposé, le contraire de la femme au premier plan. En regardant de la gauche vers la droite, on a d'abord le paysage brut, sauvage, puis on tombe sur la femme qui nous regarde et nous sourit. Puis, à droite, à nouveau le paysage brut et sauvage. D'ailleurs, c'est amusant, l'horizon du paysage à gauche n'est pas à la même hauteur que celui à droite. À gauche, il est plus bas. Le sourire de la Joconde, en montant très légèrement vers la droite, semble nous permettre de nous hisser de l'un à l'autre, de passer de la nature brute, intemporelle, à la beauté, avant de retomber, le temps d'un sourire, à la nature brute et intemporelle. Comme si la Joconde était finalement un tableau qui nous faisait réfléchir au temps qui passe sur la beauté humaine notamment, qui ne dure qu'un instant, qui ne peut durer éternellement, comme dure, trop brièvement, un sourire. Passons à la conclusion. Conclure, c'est dire ce que l'on pense. Alors, tu l'auras vu, en mettant autant de temps à peindre sa Joconde, avec en plus une technique très particulière qu'il a inventée, qu'on appelle le sfumato. Regarde, en fait, sa technique lui permet de peindre sans tracer les contours des éléments qu'il représente. On ne voit pas, contrairement à ce que font les autres artistes, une ligne de dessin, par exemple, pour tracer le visage ou le nez. Comme dans la réalité d'ailleurs.
Ce n'est pas une ligne de dessin qui délimite ton visage ou quand tu regardes ton camarade à ta droite ou à ta gauche, il n'y a pas un trait de dessin autour de son visage. Et Léonard l'avait bien compris ça. Il a donc inventé la technique du sfumato pour représenter le monde tel qu'il le voit vraiment. Bref, je te disais, il s'est forcément beaucoup engagé dans cette œuvre puisqu'il a mis autant d'années à la produire. Il y a donc mis beaucoup de ses pensées, de ses réflexions, de sa façon de voir le monde. C'est pour cela aussi que c'est une œuvre importante. Elle témoigne de la qualité et de la complexité de l'artiste qu'était Léonard de Vinci. La Joconde est devenue, aujourd'hui, l'œuvre la plus célèbre du monde. Dis-toi que, en moyenne, 20 000 visiteurs se déplacent pour la regarder chaque jour au musée du Louvre. Je te propose donc, dans le numéro d'Histoire d'art suivant, d'essayer de comprendre pourquoi elle est à ce point connue. Quelles sont les raisons de la célébrité de la Joconde ? À très vite alors.